Bonjour à toutes, à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire l'après Calliope dédié au sujet de la qualité de la formation que nous organisons aujourd'hui avec Hubert Grandjean de l'AFDEC. Avant de nous présenter, un rappel des 5 gestes à retenir pour un webinaire réussi. Le premier, pensez donc à éteindre votre téléphone. Le deuxième, à minima, couper votre micro pour le bon déroulement du webinaire. Le troisième, au cas où le micro viendrait à s'activer, à ne pas parler pendant pour être vraiment focus sur le déroulement et la présentation. Le quatrième concerne la partie chat. Vous avez un outil, une partie chat où vous pouvez poser vos questions et dès maintenant, vous pouvez l'utiliser pour nous indiquer si vous nous entendez bien. Est-ce que c'est bien le cas? Parfait. Donc apparemment, vous nous entendez bien. Et donc le dernier geste, le cinquième, ça concerne les questions. Tout au long du webinaire, nous allons répondre aux questions d'ordre général, sachant que nous avons déjà noté vos questions et vos attentes particulières et nous les traiterons au fur et à mesure, avec un temps dédié à la fin. Donc aujourd'hui, je suis avec Hubert Grandjean et François Galinou. Hubert, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je préside l'Agence française pour le développement de l'emploi et des compétences. Nous travaillons sur les organisations apprenantes, sur les modèles de performance des entreprises. Et évidemment, tout cela repose essentiellement sur les compétences des collaborateurs, donc particulièrement sensibles au modèle de la formation. Et j'ai entre autres d'ailleurs avec François Guélinou, eu le plaisir d'animer les travaux de normalisation sur la formation professionnelle depuis pas mal d'années et donc d'être, on va le penser, à l'origine de ce qui existe aujourd'hui dans Calliope et de continuer ces travaux aujourd'hui sur le développement des compétences et la modélisation des compétences. Merci Hubert. François? Alors moi, je suis le président de ICPF. Les deux mots qui me caractérisent sur un plan professionnel, c'est qualité et formation. Je travaille à l'ICPF depuis 2005. Alors c'est l'année où je suis rentré à la commission AFNOR et j'ai retrouvé Hubert Grandjean qui était chez lui, déjà positionné comme expert. Hubert que j'avais rencontré en 1992. Donc on s'est pas vu pendant 13 ans. Et là, j'ai découvert un expert. Je dois dire qu'on n'a pas toujours été d'accord sur les travaux de normalisation. Ça va faire sourire certains de nos, je dirais, internautes qui nous connaissent bien. Mais je dois dire que Hubert m'a toujours appris quelque chose et quand j'étais pas d'accord avec lui, avec le recul, j'ai compris qu'il avait raison et il m'a fait découvrir, notamment sur le plan du management, des réalités sur les processus, sur la qualité qui me servent tous les jours, auxquelles je pense beaucoup et donc je comprends le sens de son travail et je l'apprécie. Voilà, et ça m'aide beaucoup dans mon entreprise et je suis certain que c'est quelqu'un qui contribue à l'amélioration de la qualité de la formation. Merci François, merci Hubert. Comme vous l'avez noté, deux experts de la qualité aujourd'hui pour parler de ce sujet qu'est l'après Calliope. Donc, le webinaire va se dérouler en 3 temps. Le premier, où François va revenir ICPF, où est-ce qu'on en est. Le deuxième temps, où on va se concentrer sur le sujet, l'après Calliope, avec un regard croisé de François et Hubert sur cette étape. Et le troisième temps, où nous allons passer aux questions-réponses. Donc tout au long, on va en effet traiter vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Et puis à la fin, on prendra vraiment un temps dédié jusqu'à au moins 15h15 pour traiter toutes les questions, voire plus en fonction. Donc nous allons démarrer. François, où est-ce qu'on en est aujourd'hui à ICPF?
Alors, en 2005, quand je rentre à ICPF, c'est une association qui n'a pas de salariés, qui réalise un chiffre d'affaires de 30 000 euros, 40 000 euros à l'année. Et comme je vous l'ai dit, la place numéro 1 expert qualité de la formation est prise par Hubert, donc il ne me la reste que la certification auquel je me consacre progressivement et exclusivement depuis 2019. Ce qui nous amène à l'ICPF aujourd'hui, 26 ans d'existence, 40 collaborateurs salariés, dont 14 auditeurs, 70 sous-traitants, une croissance très importante, comme vous pouvez le voir. En 2020, on va réaliser entre 4,3 et 4,7 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à la confiance que nous portent nos clients et les différentes parties intéressées. On a, je dirais, profité des deux vagues de certification. La première étant la vague CNEFOP, plus connue sous le nom de Datadoc, que certains d'entre vous ont connu. Et la deuxième, qui a lieu maintenant, qui n'est pas encore terminée, c'est la vague Calliope, avec un acteur que nous connaissions bien, mais qui n'avait pas pris position complètement sur ce marché, qui est aujourd'hui incontournable, le GoFrac. Ce qui nous amène aujourd'hui à 1935 certifiés Calliope. Alors, au départ, nous ne certifions que les personnes physiques, ce qui faisait notre originalité sur le marché. Alors, le Calliope ne fait plus de distinction, c'est-à-dire que certifie l'organisme dans les deux cas. Et donc aujourd'hui, on reste très présent sur les consultants formateurs entrepreneurs, mais on a aussi des organismes de formation structurés, certains de très grande taille. Et donc on poursuit ce développement et on répond à cette demande qui est très forte de certification Calliope, on s'organise et c'est ce qui nous amène là où on est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui nous différencie sur ce marché? Quels sont les 4 axes que nous avons choisis pour apporter plus de valeur? Je dirais le premier, c'est qu'on a gardé, comme je vous le disais, ce focus sur les professionnels de la formation et du conseil, qui sont des hommes et des femmes avec un très grand professionnalisme et surtout un très haut niveau d'exigence. Dans certains cas, c'est plus facile de certifier une structure de 300 personnes de formation ou notamment les structures comme les organismes de formation comme activité secondaire d'un éditeur de logiciels, parce qu'en fait, ils prennent Calliope comme une donnée auquel ils s'adaptent. Et c'est pas du tout le cas des professionnels de la formation qui veulent vraiment que ça leur serve, qui ont une exigence très forte. Et donc ça, je crois que ça nous a fait grandir depuis 26 ans. Le deuxième, c'est la compétence technique. J'ai moi-même, je me suis investi énormément dans la maîtrise de la qualité au national et à l'international. J'ai beaucoup travaillé pour maîtriser le sujet et le fait aussi d'avoir des auditeurs salariés, ce qui n'est pas une habitude chez les autres certificateurs qui utilisent quasi exclusivement des auditeurs sous-traitants, fait qu'on a en interne aujourd'hui 12 auditeurs salariés, mais 5 managers qui ont été auditeurs ou qui pourraient l'être. Donc on a 19 personnes qui ont une forte compétence technique, qui échangent entre eux, et tout ça nous donne une compétence globale, collective, importante. Enfin, il y a la proximité territoriale, c'est-à-dire que nos auditeurs salariés, la moitié, sont présents dans les territoires, et après, avec les auditeurs sous-traitants, on couvre les territoires où on ne pourrait pas avoir un auditeur salarié. Donc ça donne un délai d'intervention de 90 minutes, ce qui nous permet de réduire les coûts de déplacement. Et enfin, at least but not least, on est les premiers à avoir réalisé, on a commencé en 2016, une plateforme Noé, qui est un service entièrement digitalisé où tous les jours on découvre des possibilités nouvelles pour faciliter la vie de nos certifiés et faire en sorte que le service soit de qualité et aussi rigoureux que doit l'être un service de certification. Nous allons aborder donc l'après Calliope. François, quelle est l'évolution avec Noé?
dans l'après-Calliope? Alors pour continuer sur ce sujet, vous avez aujourd'hui la version de Noé, la version 3 qui est en cours, donc celle que je pense, s'il y a parmi vous des certifiés, je l'espère, bon, vous utilisez tous les jours, et on a deux extensions prévues. La première, c'est une extension des services qu'on propose aux organismes de formation, sur lequel je reviendrai plus en détail dans le slide suivant, où on a 4 propositions de valeur en fonction de notre analyse de ce qu'un manager d'organisme de formation a géré. Et enfin, il y a une OEV5 qui serait une plateforme plus étendue pour gérer les certifications de qualité en général et qui permettrait de gérer d'autres certifications. Alors, voyons le slide suivant, et qui concerne directement, puisque le sujet c'est la qualité de la formation. En réalité, nous avons voulu donner une possibilité de gérer des possibilités, alors le slide a un temps de retard, voilà, des possibilités par rapport à des problématiques très précises qu'on a rencontrées concrètement depuis des années. Alors la première extension, c'est Arch, c'est une gestion des achats de prestations de services intellectuels. C'est-à-dire que dans les organismes de formation qui utilisent un grand nombre de sous-traitants, avec plusieurs responsables de programme, il y a besoin d'avoir une base de données d'intervenants potentiels qui sont référencés en fonction de critères précis, et cette base peut être partagée par les responsables de programme. C'est quelque chose qui existe rarement. Il y a le fait de pouvoir transmettre un besoin de formation à concevoir, de gérer la partie pédagogie, le syllabus, la fiche pédagogique, de gérer les éléments qualité et la gestion, notamment la validation, le passage, le contrat, le bon de commande, le rapprochement des feuilles d'intervention et du bon de commande, et la réception et la validation de la facture de l'intervenant. Donc si ceux d'entre vous qui sont dans des organismes de formation importants, des CFA, etc., où il y a un grand nombre d'intervenants, vous comprenez très très bien ce que je veux dire, et la problématique que c'est que de rapprocher, par exemple, les feuilles d'intervention des bons de commande, et de pouvoir valider la réalisation d'un contrat, de récupérer une facture, de valider la facture et de la transmettre à la compta. Donc ça, c'est le projet Arch. Nous avons après un autre axe de la qualité, c'est le contenu. Là encore, on est entre professionnels, vous savez tous qu'il y a un problème aujourd'hui sur les contenus de formation, c'est-à-dire le fait que, non pas la propriété intellectuelle des contenus, parce que je vous rassure, si vous avez cette peur-là, en fait, quand les contenus sont volés, malheureusement, ils le sont mal, c'est-à-dire que l'intervenant qui récupère un support, déjà, il n'a pas toujours la capacité de faire vivre le support comme vous le faites, et en plus, il va le changer, il va le transformer en fonction de sa perception de l'intérêt du contenu. Ce qui fait qu'en fait, très souvent, il dénature le contenu et il en fait perdre de sens. Alors là, en fait, ce système, c'est un système qui permet de conceptualiser, c'est-à-dire de créer des thèmes, et ensuite de concevoir des contenus en mode collaboratif, de faire l'élaboration, une fois que les concepts essentiels sont posés, on peut élaborer, de valider toujours en mode collaboratif le contenu, de le diffuser et éventuellement de l'archiver. C'est le Wikipédia des contenus de formation. L'idée m'est venue en Australie, c'était il y a 10 ans, quand j'étais en Australie pour une commission ISO, où en Australie, dans certains cas, pour avoir des formations financées, l'organisme de formation doit déposer ses contenus. Et la formation qui sera financée, c'est la formation qui correspond au contenu déposé. Je me suis dit, bah oui, ça c'est intéressant, c'est un axe. Et quand je me suis rendu compte à travers les milliers d'audits que j'ai pilotés en France, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème de contenu et de qualité des contenus. Le troisième axe de développement, il y a aujourd'hui beaucoup d'offres, mais l'offre NAAME, c'est une offre de pilotage de la qualité et de la gestion pour les consultants, formateurs, entrepreneurs. Donc là, c'est pour les structures à taille humaine, comme on dit, où en fait, vous avez des exigences extérieures qui sont à respecter et que ne connaît pas le
manager de l'organisme de formation. Il ne les connaît pas bien. C'est-à-dire que le manager de l'organisme de formation, dans sa globalité, il ne connaît pas suffisamment la réglementation de formation professionnelle pour savoir exactement comment designer une feuille de présence ou une attestation d'assiduité. Donc là, c'est cette intelligence réglementaire qu'on veut mettre dans ce logiciel avec une veille réglementaire qu'on mettrait à la disposition de l'utilisateur des enregistrements conformes. Ensuite, il y a les exigences qualité de Calliope, où là, vous avez une offre dégradée de kits documentaires qui ne fonctionnent généralement pas, et où là, l'idée, c'est de mettre dans cet outil l'intelligence et la capacité à produire des enregistrements de qualité et surtout les stocker et les mettre à votre disposition pour que le jour de l'audit, vous puissiez les mettre à la disposition de l'auditeur pour réaliser l'opération d'échantillonnage notamment. Donc là, vous avez une plateforme qui vous permettrait de piloter vos actions de formation sous l'angle de la réglementation, de la gestion et de la qualité. Enfin, là, je m'adresse à ceux qui vont développer une activité de certificateur professionnel, c'est le projet ETAN. Et là, il s'agit de gérer ces certificats. Alors nous, on s'en est rendu compte parce qu'on a une activité de certificateur depuis longtemps. Aujourd'hui, on a un grand nombre de certifiés et se posent des problèmes concrets d'émission de certificats déjà. C'est-à-dire que quand vous avez 100 certificats à émettre dans l'année, vous le faites à la main sur Word. Quand vous avez 200, 300, 1000 et que vous avez au bout de 3 ans, 4 ans des demandes de duplicata, là, si vous n'avez pas un outil, c'est vraiment problématique. Donc là-dessus, on a voulu mettre notre savoir-faire et après aller sur tout le processus, c'est-à-dire l'inscription du stagiaire, la collation des résultats d'examen, la remontée des résultats d'examen pour qu'il y ait une décision de certification qui puisse être prise, l'émission des certificats et aussi la gestion des référentiels de compétences et l'enregistrement sur la liste de France Compétences avec également une gestion des dispensateurs de formation et des examinateurs. Donc là, ce projet-là, on pense que ça va permettre d'être aux certificateurs qui émettent des certifications professionnelles d'être plus rapides et plus précis et de pouvoir se concentrer sur leur métier. Donc là, on va aborder la question donc, de l'après Calliope, après Noé. Donc là, dans l'après Calliope, quels objectifs, quelles attentes, hein? François, quelles sont les raisons d'avoir obtenu la certification Calliope? Alors, pour vous réassurer, parce que là, je vois qu'il y a des questions sur le futur auxquelles on répondra ultérieurement, rappelez-vous bien que Calliope est l'expression des exigences du client, c'est-à-dire que il a été élaboré par des représentants des entreprises, des salariés, de l'État, des financeurs, des régions, et ils ont voulu donc exprimer ce que le stagiaire essentiellement voulait. Donc là, quand vous êtes certifié Calliope, vous êtes certifié par rapport à un référentiel qui est l'expression des exigences du client. La deuxième raison, c'est qu'en fait, on voit bien que Calliope fonctionne comme, mais d'une manière plus adéquate. Calliope est en train de fonctionner comme le NDA qui fonctionnait d'une manière inadéquate, c'est-à-dire que quels que soient les efforts de l'État, le NDA fonctionnait comme une reconnaissance en tant qu'organisme de formation. Et je pense qu'on s'est battu pendant des années pour dire que ce n'était pas un agrément, mais je l'entends encore dans la bouche de certains clients. Je suis agréé organisme de formation parce que je viens d'avoir un NDA et même 4 500 €, la menace de 4 500 € d'amende n'a rien pu faire. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le nouveau, il y a une question qui porte sur le nouvel entrant. Le nouvel entrant, aujourd'hui, l'organisme de formation qui se crée, il va directement sur Calliope. Et c'est au moment où il se renseigne sur comment obtenir la certification Calliope qu'il apprend qu'il y a un numéro de déclaration d'activité. Donc là, on a un signe qui permet d'identifier un organisme de formation et surtout de se faire identifier comme un organisme de formation
là, on a ce signe-là. Votre client aujourd'hui va être assuré ou peut être assuré par la prestation de qualité, mais il y a quand même des nuances qu'on verra certainement avec Uber. Enfin, il y a la raison que tout le monde connaît, mais qui n'est pas la raison essentielle, puisque on avait bien des NDA, la moitié des NDA il y en a 100 000 en France, la moitié des NDA ne demandaient pas de financement, ou tout au moins n'en obtenaient pas. Voilà. Donc, mais c'est une raison importante pour ceux qui génèrent avec les financements publics 10, 20, 30, 40, 50% de leurs revenus, et c'est que vous lui permettez de demander à votre client, vous lui permettez de demander les financements publics. Alors quand je dis demander, c'est pas d'obtenir forcément. C'est-à-dire que pour le client, ce que nous, on a vu, c'est que c'est important de pouvoir demander le financement, et c'est ça qui est sélectif. C'est la raison pour laquelle il est très compliqué il va être très compliqué de mener une activité de formation, de mon point de vue, sans Calliope, parce que votre client ne peut pas demander de financement. Et ça, donc vous n'êtes pas prêt au moment où la demande arrive. Enfin, ça on le voit depuis longtemps, mais c'est propre à toutes les certifications qualité, y compris les certifications volontaires. Calliope fonctionne comme une certification qualité, et ça permet de se positionner sur les appels d'offres pour trouver de nouveaux clients. Et ça, c'est un point qu'on constate depuis longtemps pour d'autres certifications, notamment la certification ICPF Pro. Alors après, il y a deux autres raisons qui sont différentes. C'est comment je vais utiliser Calliope et surtout la surveillance, le renouvellement, les audits, un audit tous les 18 mois. Comment j'utilise ça dans mon management de mon organisme. Et là, c'est vous voyez ça comme le fait que vous placez votre organisme sous contrôle, et tous les 18 mois, vous avez un signal de l'organisme de certification qui vous dit où vous en êtes par rapport aux indicateurs Calliope, et ça vous permet de vous situer, ça vous permet de vous concentrer pendant une journée ou une demi-journée sur votre organisation, sur la qualité de votre service, et vous verrez qu'avec la durée, le niveau de stress qui est très élevé sur les audits initiaux et le premier audit de surveillance devient un stress positif dans lequel on est là pour chercher l'amélioration, sachant que les rôles sont bien définis. L'ICPF identifie les écarts, et vous identifiez comment combler ces écarts, comment améliorer votre dispositif pour qu'il n'y ait pas d'écart, et c'est ça qui fait une dynamique d'amélioration continue. Enfin, avec l'ICPF, je suis surpris parfois de voir, nous on a été une structure à taille très humaine, hein, comme on dit quand on a une petite entreprise, on a été une structure très humaine, hein, puisqu'il n'y avait pas de salariés, ensuite on a été deux, voilà, donc on a connu ça. Et là aujourd'hui on a un acteur plus important. Et alors l'avantage, c'est quand vous êtes un acteur important, c'est que vous avez un réseau. Alors là on a plus de 2000 professionnels, on doit être à même 2005-3000 maintenant, certifiés. On organise des événements, des possibilités de rencontres, et ça fait un réseau. Voilà. Ce qu'on s'est rendu compte en étudiant la situation de nos clients les plus performants, parce qu'on est des clients depuis 26 ans, c'est que en fait, très peu d'organismes de formation ont une démarche commerciale active et offensive. La plupart travaillent en réseau, ils sont dans des écosystèmes, et dans cet écosystème, ils sont reconnus, et les contrats, les projets de formation leur arrivent par le réseau. Et là, donc, c'est important de développer un réseau proactif, un réseau positif. Voilà. Donc, Hubert, sur la première raison, ce qu'on entend souvent, c'est que Calliope, ce serait pour faire disparaître les plus petits. Est-ce le cas? Alors, très bonne question, puisque ce matin, pas plus tard que ce matin, j'avais un organisme, on va dire, de taille moyenne, qui regrettait finalement en disant oui, je ne comprends pas, je pensais que Calliope allait faire le ménage, qu'on serait beaucoup moins nombreux, ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors clairement, ça n'a jamais été l'objectif, et la DGEFP l'a encore confirmé il n'y a pas très longtemps. Calliope n'a jamais été fait contre les petites structures.
Et on sait qu'on a beaucoup de petites structures en France. On verra après si le fait d'être petit permet de survivre ou pas, mais c'est une autre question. Donc Calliope, non, ça ne fait pas disparaître les petits. D'ailleurs, la preuve, il y a beaucoup de noms que je connais qui sont des cabinets de consultants de taille 1, 2, 3 personnes qui ont obtenu Calliope et qui aujourd'hui n'ont aucun souci donc à être certifiés. Non, Calliope, c'est simplement, comme l'a très bien souligné François, un outil qui a été mis en place pour s'assurer qu'on avait affaire à des organismes de formation. Et quand François parlait du numéro de déclaration d'activité, j'aurais tendance à penser que demain, on pourrait le supprimer en disant, voilà, il faut être Calliope pour être organisme de formation, point à la ligne. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas puisque comme François l'a dit aussi, et on y reviendra certainement, Calliope est fait pour les organismes de formation qui veulent travailler sur des fonds publics, ceux qui s'en fichent un petit peu et qui disent, moi je travaille directement avec des grandes entreprises, sur le fonds direct des entreprises, donc les plus de 50, j'ai donc pas besoin de Calliope, et c'est vrai, aujourd'hui, ils peuvent s'en passer, mais on y reviendra aussi. Il y a des retours sur le sujet. Anne Ligou qui indique j'espère que ce sera possible de survivre car je me forme et me bats pour cela. Et Joanne Audiquet qui indique dans mon entreprise, je suis le seul formateur et nous sommes certifiés Calliope. J'espère effectivement que le but n'est pas de nous faire disparaître car on a beaucoup à apprendre à nos clients. François? Non, alors clairement, voilà, juste clairement, non, le but n'est pas de les faire disparaître, mais la bonne question, et on y reviendra certainement tout à l'heure, c'est comment faire pour continuer à exister sur le marché. Oui, et puis ce que je crois que ce qui est important de prendre conscience aussi, c'est que en fait, vous avez deux types de petites structures. Vous avez des structures dans lesquelles il n'y a personne. Donc il y a une organisation, il y a un numéro de déclaration d'activité. Il peut y avoir aujourd'hui une certification Calliope, mais en fait, il n'y a pas de salarié, il n'y a pas de formateur. C'est une structure qui est gérée par une société qui a besoin d'une structure de formation et qui va, ça peut être une association et qui va mener une ou deux actions par an ou trois. Voilà. Alors ça, ces structures se créent et disparaissent et la tendance, c'est assez stable, mais il y a des mouvements en fait. Voilà, il y a des destructions et des créations. Ensuite, vous avez des consultants formateurs entrepreneurs où là, il y a un mouvement aussi, mais ces personnes-là ne disparaissent jamais. Elles ont parfois des conditions de rémunération ou de la facturation qui est difficile. Parfois, elles changent de métier. C'est ça qui est, je dirais, le plus préoccupant. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que le formateur en tant que tel a souvent de la difficulté à assurer des revenus réguliers parce que en fait, c'est pas lui dont on finance la structure. Et donc, il n'est pas vu aujourd'hui sur le marché comme il pourrait l'être. Et nous, la certification pro permet de le montrer. Et la certification ICPF CNEFOP avait le mérite de montrer, je dirais, l'homme, la femme, le professionnel et la structure. Vous voyez. Alors ça, aujourd'hui, avec Calliope, on a un tandem Calliope plus la certification pro pour le montrer. Mais s'il faut le montrer, ça veut dire que c'est pas forcément vu. Voilà. Alors là, cette situation-là, elle n'est pas encore réglée. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine réforme, mais la mise en avant de la compétence de la personne physique, du professionnalisme de la personne physique n'est pas garantie par Calliope. Et le point d'après, c'est est-ce que Calliope garantit la qualité? Hubert? Alors, c'est une excellente qualité et c'est une excellente question. Et d'ailleurs, on va y revenir peut-être plusieurs fois, puisque je vois qu'apparaît aussi une question de mon ami Jean-Jacques Machurek. Je veux saluer au passage parce que quelque part, il faut savoir qu'on lui doit la qualité de la formation en France, puisqu'il a été le premier président de la commission générale de normalisation de la qualité de la formation professionnelle qui pose la question de la différenciation. Donc, on y reviendra peut-être dans quelques instants. Mais par rapport à ce que vient de dire François, on comprend bien que Calliope ne garantit pas la qualité. Encore faudrait-il d'ailleurs redéfinir ce que veut dire le mot qualité. La qualité en France, on en use et on en abuse. Ici, dans notre métier, on a toujours, comme dans tous les métiers, deux éléments. La qualité du résultat, c'est-à-dire ce qu'obtient réellement le client à la fin. En général, dans notre métier, ça devrait être une compétence. En tout cas, au vu de la nouvelle définition de la formation, c'est effectivement le développement d'une compétence. Et de l'autre côté, il y a une maîtrise des processus qui garantit que
on délivre toujours quelque chose de façon correcte. Avec Calliope, on se trouve un peu entre les deux, entre une norme de service, une norme de management qui dit, voilà, il faut respecter un certain nombre de points de poissage obligés, il faut arriver à les gérer à peu près correctement. Donc, on va bien voir si vous le faites bien. Et ce que garantit finalement Calliope aujourd'hui, on parlait du numéro de déclaration d'activité, eh bien ce qu'il garantit, Calliope, c'est un peu comme un restaurateur, il va le garantir qu'on respecte les normes sanitaires. Donc, en gros, il garantit qu'on fait de la formation. Mais il ne garantit pas pour autant la qualité de la formation. Et c'est très très intéressant parce qu'il faut remonter un tout petit peu à l'histoire du pourquoi on crée Calliope. C'est parce qu'il y a une norme aujourd'hui qui existait depuis très longtemps sur la formation professionnelle, mais dont les organismes de formation ne s'étaient pas emparés, puisqu'ils considéraient qu'ils faisaient de la qualité, ce qui était vrai. On avait donc un manque de traçabilité, et quand on a un manque de traçabilité, on ne peut plus avoir la réalité de comparaison entre des organismes qui font un peu n'importe quoi, des organismes qui font les choses bien et des consommateurs qui ne sont pas éduqués pour évaluer la qualité de la formation. Donc l'histoire de Calliope, c'est déjà, avec toute cette grande réforme autour du paiement de la formation directement par l'individu, avec le CPF, donc l'engagement du consommateur, ce qu'on réclamait depuis des années dans l'action de formation, c'est une première forme de protection du consommateur. Ce n'est pas une forme de reconnaissance. Donc forcément, on va se poser la question derrière de comment va-t-on pouvoir faire pour être reconnu demain un peu différemment? Eh bien là, c'est vrai, aujourd'hui, Calliope, c'est un strict minimum que nous étions tous censés faire correctement déjà avant Calliope. Donc il est un peu logique que tout le monde gagne. Alors si des fois il y en a qui ont un certain nombre de non-conformités, bah, c'est juste parce que il y avait des petits problèmes de rédaction, il y avait des petits problèmes de traçabilité, il y avait des petits problèmes de réflexion. Il y avait des gros problèmes aussi quand même que Calliope nous a obligés, et on reviendra aussi sur le sujet, à réfléchir. C'était le handicap, bien entendu, et c'était toute l'organisation de l'évolution pédagogique. Parce qu'on a été longtemps enfermé dans un modèle très proche de l'éducation nationale, avec on va dire, d'excellents formateurs, mais qui travaillaient dans des modèles de cours. Et aujourd'hui, on nous demande réellement de faire de la formation professionnelle. En anglais, on dirait de nous faire passer du teaching au training. Et donc, quelque part, ça va nous obliger à prendre en compte ces indicateurs qu'a ajouté Calliope dans le référentiel. Mais voilà, globalement, on est au strict minimum de la qualité, on est au basique, on est au respect du consommateur. Oui, j'ajouterais, c'est très intéressant ce que tu dis, Hubert. J'ajouterais que il faut bien voir le contexte et relativiser. Notamment, je vois, il y a des questions ou des remarques sur l'aspect budget. Les nouveaux entrants n'ont pas du tout la perception du budget qu'on peut avoir, que vous pouvez avoir, ceux qui sont dans la formation depuis longtemps. C'est vrai qu'avant, comme on n'avait pas, on avait Datadog qui était gratuit, puis avant on n'avait rien du tout, on se dit oui, bon, le budget aujourd'hui c'est quoi? C'est 1200 € la première année, budget financier, hein, sans compter le travail, et 500 € après par an en moyenne pour maintenir sa certification. Bon, c'est beaucoup, mais c'est par rapport au coût d'un master, c'est pas grand-chose. Oui, c'est pas non plus une somme énorme. Et pour les nouveaux entrants, c'est pas un budget énorme. C'est pas eux, ils disent voilà, c'est une bonne affaire. Je suis tout de suite, je suis dans les processus. Tout de suite, je suis, mon organisme est certifié. Pour 1200 €, quand on est créateur, vous voyez là, une somme de 1200 €, c'est pas énorme. Et donc là, faut bien relativiser, voir le rapport qualité-prix, ce que ça apporte. Et pour le coût et relativiser le coût. Alors après, il y a une autre question sur la possibilité de portage, mais oui, il existe une possibilité de portage, ça s'appelle en fait la sous-traitance. Oui. Alors, on voit ça, hein, mais on va peut-être y revenir. Hubert me fait un signe. Voilà. Et donc ça, on y reviendra. Voilà. Au sujet donc de la notion de délai, on a ce délai donc au 1er janvier 2022 où la certification va devenir obligatoire. Donc, est-ce qu'on est mort si on n'a pas Calliope au 1er janvier 2022, Hubert?
Alors, quelque part, François était en train d'entamer le sujet, c'est pour ça que je me permettais un petit Ouais, geste, tu as mais raison. on est tellement en face tous les deux, on se connaît depuis longtemps et on partage évidemment les mêmes idées. Euh, non, on n'est pas tout à fait mort. Mais je dis bien, on n'est pas tout à fait mort, mais sommes-nous encore vivants pour longtemps? Alors, on n'est pas tout à fait mort parce que l'obligation de Calliope, comme l'a très bien dit François dans la partie introductive, elle est uniquement pour travailler aujourd'hui sur les fonds publics. Donc, conseils régionaux, AGFIP et OPCO, si vous voulez pouvoir répondre à des appels d'offres de ce type, évidemment, vous êtes obligé d'être Calliope. Et on pourrait se demander pourquoi justement un certain nombre de cabinets de consultants, une, deux personnes, vont aller se faire certifier Calliope, alors que c'est vrai, on peut ne pas être certifié Calliope et on peut quand même finalement répondre à des appels d'offres ou travailler avec des clients. Parce que, comme était en train de nous le dire François, on peut passer par une société de portage qui elle-même va être certifiée Calliope, puisque beaucoup de sociétés de portage ont bien compris la nécessité d'être certifiées Calliope. On peut trouver un copain, un partenaire qui lui-même est déjà certifié Calliope. Alors oui, ça va peut-être nous coûter 3, 4 ou 5% de la facturation, ça dépend du niveau de copains qu'on a dans notre entourage, mais on peut continuer quand même à travailler, quand on est une toute petite structure, à travailler sur des fonds publics sans être totalement Calliope. Mais en même temps, ce qu'il faut aussi entendre, c'est qu'on a une vague de fonds. C'est-à-dire que je citais mon ami Jean-Jacques, qui sait qu'on se battait, et donc François en a fait partie, nous depuis plus de 30 ans pour faire monter la qualité de la formation. Les organismes s'en étaient peu emparés et on va dire les clients peut-être encore moins. Et aujourd'hui, le fait que Calliope existe, ça ancre chez tous les clients, y compris dans les grandes entreprises, le fait qu'il faut être vigilant sur la réalité de la qualité de la formation. Et je vois dans des groupes de grande distribution, dans des groupes automotives qui sont 300, 500, 1000, 2000 personnes, 5000 personnes, eh bien les DRH aujourd'hui réclament des marques de qualité. Alors on peut en avoir d'autres que Calliope, on y reviendra sur la différenciation, mais on sent bien qu'il y a un mouvement de fond qui fait qu'à un moment donné, on va dire non mais attendez, est-ce qu'au moins vous êtes Calliope? Donc ça, c'est ce processus qui me paraît extrêmement intéressant. Dans la continuité de mon service, j'ai vu qu'il y avait d'ailleurs une question un peu sur le sujet. Je peux être porté évidemment par une société et en même temps, moi, je peux employer des personnes, des sous-traitants. Et François commençait à aborder le sujet. Il y a une question très intéressante qui est toujours posée par les organismes de formation. Peut-on faire travailler des sous-traitants qui ne sont pas certifiés Calliope? Alors, la réponse, elle est claire. Oui, et y compris oui s'ils n'ont pas de NDA, parce qu'on a souvent entendu les ex-directs, et aujourd'hui, j'arrive même plus à me rappeler comment ils s'appellent, on change sans arrêt, mais le travail, les personnes du travail, nous dire il faut que tous les formateurs aient un numéro de déclaration d'existence. Non, ce n'est pas tout à fait vrai, ça dépend de la façon dont ils travaillent. Si ce sont des intervenants ponctuels, ils peuvent travailler sous la forme de contrats de prestation et donc ils ne sont pas obligés d'être Calliope. Et si vous avez été certifié Calliope, vous avez bien un indicateur qui vous demande de manager, maîtriser votre sous-traitance. Et qu'est-ce que veut dire maîtriser votre sous-traitance? Ça veut dire que vous rendez votre sous-traitant responsable lui-même d'un certain nombre d'indicateurs Calliope. Par exemple, si vous lui déléguez le cours en tant que tel, eh bien l'indicateur qui va porter sur les objectifs, les contenus, les évaluations. Mais vous lui déléguez aussi le management de ses compétences, vous lui déléguez aussi sa propre veille technique sur son expertise, sur sa pédagogie. Donc ça, oui, vous devez le vérifier, vous devez le manager, vous devez le tracer et vous devrez prouver à votre auditeur Calliope qu'effectivement, vous avez un vrai suivi de la qualité de vos sous-traitants. Enfin, par rapport à est-ce que l'on est mort demain si on n'a pas Calliope, ça me permet de parler simplement en deux mots de la transition. Il y avait une question d'ailleurs, est-ce que Datadog disparaît ou pas? Aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre, c'est Datadog qui fait foi. Si on est au 1er janvier 2022, aux dernières nouvelles, il n'y aura pas de report de la date. Donc c'est vrai qu'il y a quelques organismes qui peuvent s'inquiéter. Au mieux,
Donc, il y aura un basculement Datadog Calliope. Donc, Datadog, effectivement, va disparaître. Alors, pas en tant qu'institution, parce qu'ils cherchent des voies pour continuer à exister, mais on va passer sur Calliope. La seule chose qu'on peut imaginer qui paraît un peu réaliste aujourd'hui, c'est qu'il y ait une forme d'autorisation sur 3-4 mois à partir du moment où les audits sont réellement planifiés, puisque on sait qu'on est dans une période de surcharge de la demande d'audit Calliope. On peut donc imaginer que dans les 3-4 premiers mois de l'année, et en particulier pour l'apprentissage, pour s'assurer que les organismes CFA puissent continuer à bénéficier de leur financement, qu'il y ait une forme de tolérance, qu'on continue à être sur des organismes qui étaient datadockés et qui sont réellement très très proches d'être Calliope. Voilà. Donc voilà aujourd'hui où on en est. On n'est pas mort, on est vivant, mais attention. Il faudra de toute façon avoir de plus en plus une marque de qualité. Et deux, il faut être vigilant de la façon dont on va manager son environnement, et on y reviendra, en particulier avec des partenaires qui pourraient être ou ne pas être Calliope. On a une question sur Datadog, mais justement, on va l'aborder après. Du coup, je la poserai à ce moment-là. Il y a pas mal de réactions. Des réactions, bien entendu. Il y a Ligo qui indique oui, mais c'est facile d'avoir le NDA. Cela ne prouve rien. Donc, ça rejoint la question. C'est pour ça que je disais qu'à la limite, demain, il disparaîtra, oui. Après, des réactions et des retours justement sur la sous-traitance. Donc, en tout cas, le partage et les éléments permettent de répondre aux différentes questions sur la sous-traitance, si on est obligé d'avoir Calliope ou pas. Donc, on va poursuivre. Alors, juste, il est évident que quand on a un sous-traitant qui est Calliope, ça fait un faisceau de preuves positif. Hein, ça dégage. Alors, très important quand même, ça ne dégage pas l'organisme de s'assurer de la compétence du sous-traitant, mais ça donne un faisceau de preuves positif. C'est comme dans l'industrie automobile, les organismes Calliope ont intérêt à engager leurs sous-traitants quand même dans cette démarche. Oui, ça c'est le donneur d'ordre reste responsable. Alors, c'est évident que quand vous êtes responsable vis-à-vis des exigences Calliope, vous avez tout intérêt à ce que votre sous-traitant le soit aussi, parce que c'est plus facile quand même de respecter Calliope ou de le faire respecter par un intervenant s'il est Calliope que s'il ne l'est pas. C'est un peu comme si vous avez des chauffeurs poids lourds, dans une entreprise, vous pouvez faire conduire des chauffeurs qui n'ont pas le permis, mais il faut quand même qu'ils respectent le code de la route. Donc il y a cette idée-là qui… Voilà, enfin, moi, mon point de vue qui n'est pas complètement objectif, hein, comme vous pouvez le penser, c'est qu'en fait, si on veut faire de la formation, que ce soit en consultant, formateur, entrepreneur ou en organisme, Calliope est incontournable. Ça, c'est mon point de vue. Après, il existe des exceptions. C'est-à-dire qu'il y a des grands organismes avec plusieurs dizaines de collaborateurs qui font de la formation sans Datadog aujourd'hui et qui ne demandent jamais de financement, comme il y a des consultants, ils se définissent plutôt comme consultants, rarement comme formateurs, qui en fait ne prennent pas les demandes de financement, ne les traitent pas, n'ont pas de NDA. Et il y a des exceptions. Voilà. J'apporte une petite réponse à la question de Valérie. J'ai bien dit qu'effectivement, on pouvait faire travailler des formateurs qui n'ont pas de numéro de déclaration d'activité. Après, la réponse, il faudra la détailler, mais on peut toujours m'envoyer un petit mail ou prendre contact et on peut en discuter. C'est assez compliqué parce qu'il faut bien définir quel est le rôle du formateur et pourquoi il est sous-traitant ou pourquoi il est simplement intervenant. Il y a des petites notions à connaître. On va poursuivre sur cette notion de… on a Calliope, qu'est-ce qui se passe après au niveau du contrôle? Donc là, l'organisme est sous contrôle. Quid de la notion d'amélioration continue dans la démarche Calliope? Alors, c'est intéressant, organisme sous contrôle. Alors, on n'aime pas bien parce qu'on pense toujours au contrôle administratif. Moi, j'aimerais mieux qu'on en parle façon pilote d'avion. L'avion est sous contrôle. Ça veut dire que la centrale nucléaire, ça marche bien aussi. Ça marche aussi. Bon, c'est encore plus risqué. Effectivement, ici, nous sommes, lors du premier audit, dans une démarche qui a permis aux organismes,
on va dire, de mettre de l'ordre. Parce qu'encore une fois, moi, je suis toujours parti du point de vue qu'on fait de la qualité, on fait le maximum pour satisfaire nos clients, sinon on ne peut pas exister de toutes les façons. Donc, on a mis en place un certain nombre d'éléments et surtout des éléments de traçabilité. Alors, premier point, évidemment, dans l'amélioration de la qualité, ça consiste d'abord à simplifier le système qu'on a mis en place. Parce que souvent, pour ceux qui étaient dans la première démarche de certification, ils ont peut-être eu tendance à mettre des documents dans tous les sens, des tableaux Excel, à prendre ceinture et bretelles pour s'assurer que ça allait être propre, nickel, etc. Bon, la difficulté d'un système qualité, c'est de le faire vivre. Et donc, plus il est sophistiqué, plus il y a des écrits, plus il y a des données, etc., plus c'est compliqué. Donc, il faut réfléchir à son système déjà pour qu'il soit efficace et donc efficient en le limitant à ce qui est essentiel et ce qui est utile. Et j'insiste sur le terme utile, c'est-à-dire posez-vous la réelle question. La qualité n'est pas là pour vous obliger à faire des choses inutiles. Posez-vous la question de pourquoi je fais ça, quelle en est l'utilité. Et je veux rappeler absolument qu'on n'a pas à avoir peur des auditeurs. On n'a pas d'exigences qui nous disent comment faire dans le référentiel Calliope. On a juste une exigence et on doit expliquer à l'auditeur en quoi ce que nous avons mis en place est nécessaire et suffisant. Ce qui explique d'ailleurs qu'un auditeur ne va pas forcément avoir le même niveau d'attente avec une toute petite structure qu'avec une très grande structure qui doit manager des ressources, qui doit manager des process plus sophistiqués, plus de produits, etc. Mais donc, il ne s'agit pas de mettre en place une usine à gaz, mais bien de mettre en place les outils nécessaires qui répondent à l'exigence. Donc déjà, pendant les 18 mois qui viennent, et ça passe très très vite, c'est de commencer à se dire, est-ce que je peux simplifier? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est tenu à jour? Donc mon conseil, tous les 2-3 mois, de s'assurer que ce qu'on a mis en place déjà est tenu à jour. Après, le deuxième point qu'on va voir dans les 18 mois, et qui est très intéressant, c'est l'amélioration continue. C'est-à-dire comment c'est manager ces nouveaux indicateurs dont je parlais tout à l'heure. Et en particulier, beaucoup les ont vécus comme étant administratifs, complexes, enquiquinants. Mettre en place des indicateurs, alors mettre en place donc des indicateurs pour les clients, leur dire combien on a de clients satisfaits, machin, de dire quels sont les taux de résultats que nous obtenons, et puis de mettre en place de la veille. Bah oui, mais enfin la veille, on regarde les sites internet, le machin. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, il faut reprendre les indicateurs Calliope qui malheureusement ont été présentés de façon beaucoup trop linéaire dans une vision systémique. J'ai des formations. La question que je dois me poser en permanence, et on commence à attaquer la question comment subsister sur le marché, c'est la pertinence de mes formations. Comment je sais que mes formations sont pertinentes? D'abord parce que je suis en lien avec ma veille marché. De quoi ont besoin nos clients? Comment évoluent mes clients? Comment évolue la demande en besoin de compétences? Comment évoluent les attentes dans le processus pédagogique? La deuxième chose, c'est parce que derrière cette pertinence de mes formations, je mets en place de la satisfaction client, bien entendu, vérifier s'ils sont satisfaits de ce que je leur donne. D'ailleurs, à la fois les bénéficiaires, mais aussi ceux qui commandent la formation, donc les entreprises, les donneurs d'ordre nationaux, etc. Et puis d'autres indicateurs plus pertinents peut-être, comme la réussite aux examens, comme l'atteinte des objectifs pédagogiques, comme les abandons, etc. Et c'est l'ensemble de ces données-là qui, à un moment donné, vont me permettre de prendre des décisions. Comment je fais évoluer mon produit? Et entre autres, comment je le fais évoluer quand on prend des contraintes, comme on a pris depuis 2 ans? Comment j'ai fait ma veille pédagogique au sens de l'innovation qui m'a permis justement d'adapter, d'innover? Comment j'anticipe? Donc, on va passer d'une démarche un peu passéiste à une démarche extrêmement proactive. Et c'est là que dans les 18 mois, on va commencer à voir les organismes qui ont réellement compris l'intérêt du management de la qualité, non pas dans une vision de contrainte, mais dans une vraie vision de stratégie marketing. Sur ce point-là, en complément, on avait eu des questions justement sur comment ça se passe, la préparation aux audits de surveillance. François, est-ce que tu as des compléments à apporter sur ce sujet? Alors, premier repère, c'est la surveillance. C'est-à-dire que là, les arrêtés, les textes parlent de l'audit de surveillance, mais il faut voir que la surveillance, elle commence le lendemain
de l'émission du certificat. Et donc, votre système, il doit tourner tous les jours et vous devez être conforme tous les jours. Là où on voit déjà les premières non-conformités, elles apparaissent souvent très rapidement, c'est quand certains organismes publient communiquent sur leur certification, ils ne précisent pas, par exemple, les catégories d'actions pour lesquelles la certification a été obtenue. Or, c'est obligatoire. Ils refont le logo Calliope. C'est interdit. Oui, donc la surveillance, elle commence tout de suite, et donc c'est bien ça qu'il faut avoir à l'esprit. Ensuite, le deuxième repère, c'est que là, on se rend compte, on s'en est pas rendu compte tout de suite, c'est que il y a un problème, c'est qu'en fait la surveillance, on ne sait pas il faut pas la louper, parce que souvent beaucoup d'entre vous ont vécu la certification Calliope comme l'obtention d'un diplôme, et après vous pensez que c'est acquis, et c'est acquis comme un diplôme, et après on n'y revient plus. Alors que là, la surveillance, on repasse l'examen. Donc il faut être au même niveau. Voilà. Mieux. Voire mieux d'ailleurs. Voilà. Voilà, mieux. On attend mieux. Voilà. Donc là, et si vous n'avez pas, si la surveillance, vous avez des non-conformités, ben là, il y a suspension. Voilà. Donc là, on parlait tout à l'heure de la nouvelle forme de référencement. Donc, il faut avoir ce que je peux vous ajouter sur la suppression de Datadoc, fait en fait Datadoc est remplacé par une base de données nationale gérée par le ministère du Travail. Alors, en train de faire les travaux d'interconnexion de Noé avec ce système-là. Et donc, nous, on va envoyer le fichier des certifiés dans cette base, et après, on va faire des mises à jour quotidiennes. Donc, tous les jours, on enverra les nouveaux certifiés et ceux qui sortent. Et les financeurs iront chercher, comme aujourd'hui, ils vont vous chercher sur Datadoc ou sur Keros, ils vont aller chercher votre organisme sur cette base de données, et s'ils ne vous voient pas avec Calliope, ils n'acceptent pas le financement. Alors là, au moment de la surveillance, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes suspendu, vous sortez momentanément de la base. Vous voyez. Donc là, il faut vraiment s'organiser pour pas rater cette surveillance. Il s'agit de présenter le même niveau de démonstration que vous avez présenté à l'audit initial. Alors nous, on a, avec l'option élaboration, que j'espère vous avez tous pris, vous avez votre dossier, et parce que vous voyez, 18 mois, voire 2 ans pour certains, c'est long. Et là, vous avez votre dossier sur le module élaboration avec vos preuves. Donc, vous revenez sur votre dossier, vous relisez les démonstrations, vous les mettez à jour, vous mettez à jour les preuves, et du coup, vous avez votre dossier qui a déjà passé la certification. Il n'y a pas de raison qu'il ne la repasse pas. Vous voyez, voilà. Donc, c'est ça que la surveillance, c'est là-dessus, c'est ces 3 repères que je veux vous donner. Un quatrième avec l'option élaboration qui est très intéressant. Je vous assure que 18 mois, voire 2 ans, c'est très long, et ceux qui n'ont pas fait qui ont un dossier qui est sur des répertoires qui sont peut-être un peu perdus, etc., se remettre dans le bain, c'est là où il peut y avoir la difficulté au moment de l'audit de refaire la démonstration. Beaucoup de non-conformités, c'est surtout un défaut de démonstration. C'est-à-dire que on avait la preuve, mais on n'y a pas pensé sur le moment, on a cru qu'on l'avait montré, et donc ça se rectifie par la suite. Si tu le permets, je rajoute juste un indicateur aussi de suivi. C'est que on commence à voir remonter des plaintes de bénéficiaires. Donc, c'est intéressant parce que faut savoir qu'il y a toute une dynamique. Ça fait un petit moment que je disais qu'il faut s'attendre, un peu comme ça a eu lieu aux États-Unis et dans d'autres pays avec la libéralisation du marché, à ce qu'on ait une juridicisation de la formation professionnelle. Et donc, on commence à voir remonter des plaintes de bénéficiaires qui remontent soit auprès du certificateur, soit auprès du COFRAC, soit auprès de la DGEFP, et qui dénoncent des pratiques d'organismes de formation qui pourtant parfois sont Calliope. Et donc, on va en avoir de plus en plus, puisque à travers le CPF, l'évaluation de l'organisme, la remontée d'informations va être encouragée par le gouvernement. Donc, il faut aussi s'attendre à cela. C'est un des outils de surveillance auxquels on va être soumis en permanence. On arrive à ce fameux TripAdvisor de la formation, où si on n'est pas le restaurateur 4 ou 5 étoiles, on est de moins en moins fréquenté. Oui, c'est exact. Nous, on a depuis longtemps d'ailleurs, on reçoit des plaintes
relatifs à des clients qu'on a certifiés. Alors, on les analyse, on les transmet, on communique, on traite ces plaintes. C'est un facteur, je dirais, d'amélioration pour l'organisme et de régulation, parce que ça se fait généralement dans un état d'esprit constructif. Une question de Pascal Aymon, certifié donc depuis février 2020. Que va-t-il se passer en 2022 lors du second audit, alors que tous les autres OF certifiés vont arriver sur le marché? Quid de ceux qui démarrent en tant que OF alors que ma certification a été d'une journée? Les nouveaux OF n'ont pas de recul. Alors oui, Non, j'avais un peu de mal à comprendre la question parce que ça change rien. Qu'on soit déjà certifié ou qu'on arrive, ça change pas grand-chose. Mais en fait, là, si j'interprète votre question, il y a des certificats qui vont. En fait, il y a un embouteillage. Je l'ai fait ce matin parce qu'on a revu le business plan et en fait, il y a un embouteillage potentiel qu'on n'avait pas vu en 2023 parce qu'on a la surveillance, les audits de surveillance pour tous les certificats qui ont une durée de 4 ans, plus ceux qui ont une durée de 3 ans. Donc, sur la même année, on a 2 campagnes de surveillance. Alors, je vais répondre. Alors, il y a une autre question qui a été posée, c'est pour l'audit de surveillance, nous, on vous prévient, on vous appelle et on planifie, parce qu'en fait, beaucoup d'audits de surveillance ne durent qu'une demi-journée, et ensuite, c'est sur site. Donc là, on a un challenge en matière de planning pour que nos auditeurs arrivent à faire 2 demi-journées dans la même journée, donc s'il faut jouer la proximité. Voilà. Et donc là, alors ensuite pour les nouveaux entrants, c'est vrai que quelque part c'est plus facile parce que c'est plus facile et c'est plus difficile parce qu'ils n'ont pas de recul, ils n'ont pas d'expérience, mais en fait eux ils abordent le sujet Calliope de manière très théorique, ils font une démonstration, ils s'organisent en fonction. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas le poids du passé ou de regret. Vous voyez, ils ont pas d'état d'âme. Ils prennent ça comme c'est. Et du coup, c'est vrai que les nouveaux entrants, ça paraît plus facile. Je ne dirais pas que c'est plus facile, mais ça paraît plus facile. Pour eux, ils se posent pas de questions. Ils cherchent pas. Ils n'ont pas d'existant. Ils vont s'organiser pour faire des actions de formation comme Calliope le demande. Ils ont même l'avantage de ne pas avoir de mauvaises habitudes. Exactement, oui, tout à fait, c'est exactement ça. Ou alors il y a un effort de compréhension de ce que c'est Calliope et de ce que ça permet, parce que certains organismes, ils ont une vision de leur activité. Donc certains, par exemple, disent, ben moi, je n'ai pas besoin de clients, je ne cherche pas de clients, j'ai pas besoin de communiquer. Et donc, mais en fait, Calliope exige que vous soyez en capacité de communiquer, que vous communiquiez. Donc il faut qu'ils aient une offre. Et pour eux, ça leur paraît, c'est pas leur objectif. Mais à ce moment-là, ils ne peuvent pas avoir Calliope. Calliope permet de faire tout type de formation, donc il faut être organisé pour ça. 2 questions et après on va poursuivre. Une question de Thomas Cornu. Messieurs, le décret de 2015 perdure. Comment les financeurs vont-ils réaliser leur mission de contrôle issue de ce décret? Ben, ils vont. Alors, pour moi, c'est une question plus que très intéressante. D'abord, ils ont bien cette mission de contrôle. Et c'est un peu pour ça que Calliope est parfois paradoxal, parce que on a des injonctions sur des indicateurs comme de demander la satisfaction des donneurs d'ordre, et beaucoup se sont étonnés que les OPCO ne répondent pas. C'est normal, c'est un peu compliqué pour quelqu'un qui va vous contrôler financièrement de dire avant que vous aviez bien travaillé, parce que ce serait opposable. Donc forcément que les OPCO ne peuvent pas répondre. Donc oui, il est bien décidé, confirmé, que les OPCO, Calliope n'est pas un blanc-seing pour l'organisme de formation, loin de là. Les organismes de formation qui vivent sur des fonds publics, donc l'apprentissage et toute forme de fonds publics, et on sait malheureusement d'ailleurs que pendant la Covid, il y a eu un abondement de ces fonds publics et il y a eu énormément d'abus avec la formation à distance. Donc, il y a des contrôles financiers qui sont effectués, il y a des redressements qui sont effectués, et les OPCO gardent aujourd'hui toute la légitimité et la mission d'assurer le contrôle de l'emploi des finances publiques dans la formation professionnelle. Donc, les organismes, et ça c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui nous écoutent, ne sont pas avec Calliope pour autant dédouanés
du contrôle financier par les OPCO. Oui, je suppose qu'ils vont adapter les référentiels basés sur les référentiels de contrôle basés sur Datadoc. Ils vont l'adapter à Calliope. Alors, C'est ça que oui, ouais. alors, on aura plus à faire en réalité à des contrôles financiers, c'est-à-dire que on l'a vu par exemple là dans l'apprentissage, c'est le rapprochement de la réalité des heures données à distance par rapport à ce qui a été facturé en fond. Donc, ils vont être beaucoup plus sur la réalité financière des actions. Donc, dans tout ce qui va être déclaré, par exemple, comme de la formation à distance, c'est la réalité, et vous le savez sans doute, c'est pas la feuille de présence, hein, c'est la réalité de la formation, ce qui est un peu plus compliqué, hein, parce qu'il faut avoir des passages, il faut avoir des évaluations, il faut faire la preuve que la personne a suivi les heures, etc. Et pas forcément, encore une fois, par des feuilles de présence. Donc, il faut bien réfléchir justement au moment où on va avoir un contrôle financier à être capable de démontrer la réalité de ces actions de formation. Oui, ce qu'il faut voir, c'est que l'expérience Datadoc pour les OPCO fait que tous les OPCO sont dotés d'équipes de contrôle, ont travaillé entre elles et qui, nous, on a d'ailleurs on en connaît certains, hein, on a travaillé avec eux, et donc ils ont, c'est dans la continuité de ce qu'ils ont pu faire avec Datadoc. Bien sûr. Il y avait une question sur Noé de Alain Rio. Noé facilite-t-elle la veille légale? Alors Noé permet de saisir, avec l'option élaboration, permet de saisir des documents. Donc d'une certaine façon, j'ai réfléchi à la question parce que c'est en soi, en fait, vous pourriez par exemple saisir la, la version à jour du guide de la réglementation des organismes de formation qui doit être mis à jour tous les 18 mois à peu près, et donc vous pouvez mettre la dernière version. Donc c'est une démonstration, vous faites une veille illégale. Et après, donc, il faut mettre à jour la démonstration que vous avez faite du fait que vous avez adapté les enseignements et les nouveautés de cette réglementation. Très bien, on va passer à la partie juste après, liée à la différenciation. Quelle différenciation, comment se distinguer demain? Il y a beaucoup de questions sur le sujet. Donc, on va aborder l'escalier de la qualité. Donc, Alors, avec François. Alors, l'escalier de voilà, moi oui. je vais laisser la parole à François. Moi, je voulais juste rebondir un tout petit peu avant. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, Calliope, c'est un basique. Donc, il va falloir se poser des questions sur la différenciation. Je pense qu'on va l'aborder là sur deux registres. Le premier, celui qui va venir avec ce fameux escalier, c'est quel est l'échelon supérieur à Calliope? Comment je me prépare à autre chose? Et là, on verra qu'il y a deux voies, et je rebondirai peut-être après sur les présentations de François. Mais la différenciation, elle se fait aussi par la qualité de service qu'on va être capable de développer. Donc, je crois qu'il faut qu'on le voit bien sur deux sujets. Quel marquage je vais avoir demain, au-delà de Calliope, sujet qu'on va aborder tout de suite. Et dans un deuxième temps, comment je fais ma différence demain pour exister, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'on avait l'habitude de dire à un moment donné que mourir certifié ne sert pas à grand-chose. Voilà. Donc, il faut qu'une certification qui est un outil marketing soit un outil utile. Et au-delà de l'outil utile, il faut aussi avoir des produits qui ont une valeur. Vous voyez, donc là encore, on est dans le système. Et c'est pour ça tout à l'heure, je disais que la qualité, c'est d'abord un outil de réflexion et de management et non pas une contrainte. Et donc, dans la recherche d'un autre label, c'est quelque part pour me challenger à un niveau supérieur dans la vision de mon organisation et dans le management de mon organisation. Ça, c'est vraiment ce que je veux dire avant d'aller chercher d'autres modèles de reconnaissance. Alors, tout à l'heure, Hubert a parlé de Jean-Jacques. Alors, Jean-Jacques, il s'agit de Jean-Jacques Machuret, qui est le fondateur d'ICPF et qui était en 95. En 92 même, 92, on a démarré en 92 avec Jean-Jacques. 92, voilà, qui a démarré donc cette commission AFNOR et qui a démarré la normalisation qualité en formation. Donc, vous voyez, 1992, c'était près de 30 ans. Voilà. Et on croyait qu'en 3 ans, on aurait réglé le problème. Oui. Voilà. Ben, c'est comme
C'est comme avec Noé, tous les mois, on me dit le mois prochain, c'est bon, François. Ça fait 3 ans. Bon. Et Jean-Jacques a posé justement, une fois que bon, tout le monde va être Calliope, donc comment se distinguer? Alors voilà un escalier qui vous montre quelles sont les certifications qu'il faut aller chercher et quelle est la situation aujourd'hui. Alors cet escalier, c'est un effet, vous allez voir, un effet spécial à 5 millions de dollars qui a été développé par Néné. Ça lui a demandé aussi des mois et des mois de travail. Alors tout d'abord, vous avez l'engagement, c'est-à-dire la volonté de faire de la formation. Pour faire de la formation, il faut le vouloir et force est de constater qu'il y a de plus en plus de vocations, que la formation, c'est un métier, comme on dit, sexy, qui attire et tout le monde a envie, ou tout le monde a envie, ou c'est bien de vouloir faire de la formation, ou de dire qu'on en fait, etc. Et ça, c'est une évolution qui est internationale. Alors ensuite, la première marche, on en a beaucoup parlé, c'est le numéro de déclaration d'activité. C'est-à-dire qu'en France, on a choisi d'identifier et de donner un numéro à toute structure susceptible de faire de la formation, de porter de la formation, d'organiser des actions de formation. Et on a fait une structure très légère. Alors, contrairement à ce qui a été dit, c'est pas hyper simple pour tout le monde d'avoir le NDA. C'est-à-dire, je connais des directeurs qualité de grands organismes de formation, même un qui il nous écoute peut-être, je ne l'ai pas vu dans la liste, mais qui est un ami et qui est parti bille en tête, qui a mis tout son cœur dans le dossier de NDA et qui a mis 3 mois à l'avoir parce qu'il n'utilisait pas les bons termes, parce qu'il y a quand même un formalisme à respecter pour avoir le NDA, c'est pas si facile que ça. Alors après, vous avez la deuxième marche qui est Datadog, dans lequel 50 000 organismes de formation se sont engouffrés. Vous avez l'équivalent pour Pôle emploi, c'est Keros. Et Datadog, c'est un système particulier parce qu'en fait, la troisième marche, avec les certifications NEFOP, en fait, Datadog, au départ, à la réforme 2014, c'était pas prévu. Et Datadog est arrivé en 2016 et ça a un peu coupé l'herbe sous le pied des certificateurs NEFOP parce que c'était une seule plateforme pour 20 financeurs. Alors, la certification CNEFOP, c'est la troisième marche. Une fois que vous avez votre certification CNEFOP, il faut quand même aller sur Datadog, ce qui introduit beaucoup de confusion pour, je dirais, se faire référencer. Et en plus, la marque Datadog, c'est un coup de com' fantastique et beaucoup plus forte et distingue plus que n'importe quelle certification CNEFOP. Donc là, on a l'effet communication était en faveur de Datadog. Donc, ce qui fait que la notion de deuxième et troisième marche n'est pas évidente. La certification Calliope, aujourd'hui, prenez bien conscience que Calliope, la réforme de 2018 sur ce plan-là n'est pas en vigueur. Aujourd'hui, Calliope fonctionne comme une certification CNEFOP. Donc ceux qui vous disent j'ai pas envie d'avoir la certification Calliope, donc j'arrête maintenant, en fait ils ne seront pas encore coincés parce que s'ils sont du Datadog, ils peuvent continuer jusqu'à la fin de l'année. La certification Calliope aujourd'hui, elle ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Alors, on laisse passer quelques mois et pour certains, vous avez cette certification Calliope depuis 2 ans, puisqu'on a délivré les premiers certificats en 2019. Et là, qu'est-ce que vous avez fait? En matière de certification, vous avez déposé vos titres. Vous avez fait en sorte que votre offre de formation soit certifiante. Alors là, il y a 2 repères. Un qui est déposer des titres, ce qui est coûteux et qui demande un investissement très lourd. Pas uniquement d'ailleurs pour avoir le titre, mais aussi pour commercialiser la formation, parce qu'il faut faire du volume. Et le deuxième repère, c'est que vous pouvez passer un accord avec un certificateur professionnel, devenir son dispensateur et pouvoir utiliser son code CPF et faire financer. Et là, il y a toute une économie, si vous regardez les groupes Facebook de formateurs, vraiment, je dirais, des auto-entrepreneurs qui font ça et qui font des formations financées par le CPF, qui développent leur propre réseau et qui vont sur EDOF tous les jours pour saisir des actions, etc. Et c'est quelque chose de très particulier qui s'est créé là, qui n'existait pas avant. Ensuite, vous avez la 6e marche qui est de travailler sur le professionnalisme de l'intervenant. C'est-à-dire vous allez vous distinguer en tant qu'intervenant, vous faites vos formations et là vous avez la certification pro. Alors on est les seuls à le faire, donc c'est l'évolution, c'est la certification ICPF originale. Ça vous permet de valoriser votre professionnalisme à vous, la durée de votre expérience, la fonction, animateur de formation, formateur, concepteur de formation. Ensuite, il y a une approche qui est
nécessaire et qui est une approche internationale. C'est-à-dire que comment je fais pour, si j'ai ma PME de formation, comment je fais pour exporter? En fait, toutes les PME en France exportent. Et en fait, en France, nos entreprises de formation exportent peu parce que le marché français est tellement réglementé et tellement particulier que les organismes ne sont pas du tout incités à exporter. Et ça, c'est un sujet sur lequel j'avais alerté dès début 2018 la DGEFP en disant attention, une certification, il faut que ça ouvre. Et que là, le fait qu'on tourne le dos aux certifications internationales fait qu'on est centré sur la France et que vous empêchez les organismes de formation de se développer alors que c'est un marché très important. Alors, le stagiaire peut se déplacer. Ce qui fait que faire de l'export, c'est aussi avoir une certification qui parle à des Chinois, à des Américains qui viennent en France pour se former. Les écoles de management, les écoles d'ingénieurs l'ont très bien compris. Et ils accueillent de plus en plus d'élèves. Et là, nos centres de formation pourraient faire pareil. Mais il faut des certifications, des signes de qualité qui parlent aux Chinois, aux Américains. Alors là, on a, Hubert en dira un mot, puisqu'on a un point de vue, je dirais, mitigé sur l'ISO 21000, mais vous avez l'ISO 21000 qui est les travaux internationaux ont commencé en 2005, donc là, elle est sortie en 2018, donc au bout de vous voyez, presque 8 ans de travail, on a une norme ISO 21000 qui est une déclinaison de l'ISO 9000 au système de formation. Donc c'est un système de management des organismes d'éducation, parce que c'est l'éducation en général, les universités, les écoles comprises. Voilà. Donc là, vous avez une certification, mais qui est internationale. Ça veut dire que ça vous permet de vous faire identifier comme organisme de formation partout dans le monde. Oui. Alors que Calliope, vous pouvez, si vous allez même dans un pays francophone, Calliope, ça ne parle pas. Ça, c'est certain. Et donc là, il y a une démarche internationale. Et puis, il y a aussi cette démarche de système de management qui est plus, je dirais, exigeante et qui demande plus de travail que la simple certification de service qui est Calliope, qui est une offre très simple à côté de ça. Alors, si tu le permets, donc quelques éléments très importants. D'abord, premièrement, il faut bien différencier la certification de personnes et la certification d'organisation ou de produit. Parce que là, vous avez trois voies en réalité. Il y en a une qui n'apparaît pas forcément ici, mais qu'on voit à travers la notion de certification de la formation. C'est une véritable stratégie à réfléchir parce que dans les formes de différenciation, Calliope n'ouvre pas pour autant la possibilité de vendre une formation à des entreprises ou à des particuliers si cette formation n'est pas certifiante. Donc pour les entreprises, elle peut rentrer dans certaines catégories, en particulier pour les moins de 50, mais pour les particuliers, elle doit être éligible au CPF et en dehors des formations d'accompagnement à la création d'entreprises ou deux, trois autres possibilités, la formation doit être certifiante. Donc, pour pouvoir travailler sur le CPF, comme le savent très très bien les langues, on va travailler avec des organismes qui permettent de délivrer une certification comme le TOEIC, le TOEFL, ou alors pour l'informatique, le permis de conduire informatique. Voilà, il va y avoir différents certificateurs qui existent sur le marché. Alors, c'est d'ailleurs assez stupide, on va en reparler peut-être sur le développement de la formation, mais il faut savoir que la certification est une obligation, puis elle ne reconnaît pas forcément la compétence. Parce que pour faire une formation en anglais, il faut avoir le TOEIC qui va être associé. Et je peux très bien avoir une demande à mon formateur en anglais qui est très très spécifique pour me développer une compétence pour aller présenter mes produits en Chine sur des salons. Je serai à un niveau qui sera, je ne sais pas, 6 ou 7, et puis quand je vais sortir, je serai toujours au même niveau, parce que de toutes les façons, l'objet n'est pas d'améliorer mon anglais, mais l'objet est d'acquérir le langage, les coutumes, la façon de présenter mon produit. Donc on voit bien que ce qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir une certification au bout. Donc, il faut se rapprocher des certificateurs pour faire de la formation ou être capable soi-même de déposer des certifications.
Ceci étant, le dépôt de certification, surtout quand on est une petite structure, il faut avoir un produit extrêmement original, extrêmement bien packagé, et c'est un processus qui malheureusement, je dis vraiment malheureusement, est extrêmement long pour aboutir. Mais c'est une stratégie qu'on ne doit pas ignorer parce qu'il faut s'inscrire aujourd'hui dans des stratégies qui vont permettre des reconnaissances. Et pourquoi c'est important de s'y intéresser? On l'avait dit, il se trouve que bon, je suis un tout petit peu prospectiviste, donc je l'avais annoncé déjà il y a très très longtemps. S'inscrire dans ces systèmes de reconnaissance, c'était déjà une nécessité auparavant parce que nous sommes dans un modèle de mobilité des compétences. Ceci étant, et là j'informe, c'est la réflexion actuelle, elle va être de passer sur la reconnaissance des mini ou micro compétences. Donc, ce qui est aujourd'hui l'annexe finalement des métiers avec les répertoires, on va on devrait arriver petit à petit à définir une meilleure granularité de compétences et un meilleur système qui demain va nous permettre de former un tout petit peu différemment. Et ça, il faut s'y intéresser dès aujourd'hui et c'est vrai qu'il faut se préparer à déposer des modules de formation qui permettent le développement de compétences. Donc ça, c'est une voie. Sur l'aspect de la reconnaissance de l'organisme, François a parlé de reconnaissance comme l'ISO 21001, il a parlé de l'international. C'est vrai qu'il ne faut pas se bloquer au niveau national. Nous avons la chance en tant que TPE d'intervenir au passé, j'espère que ça redeviendra au futur, en Chine, en Inde, aux États-Unis, alors qu'on est une TPE. Le tout, c'est d'avoir un produit finalement qui va séduire des clients à l'extérieur. Et d'ailleurs, on s'est associé sur nos produits avec des grandes écoles comme Grenoble École de Management, qui travaillent aussi en Chine et avec lesquelles on a développé des partenariats. Donc oui, on peut être un tout petit, David et Goliath peuvent travailler ensemble, et justement le principe de la reconnaissance permet aussi la reconnaissance entre partenaires internationaux et permet de faire du développement là où on pensait que on n'avait pas forcément accès. Donc oui, c'est accessible. Donc ça, c'est une voie importante. Et puis, il y a une autre voie qui va donc se développer aussi, qui va probablement être ce qu'on appelle des badges, des labels, d'autres formes de reconnaissance qu'on va aller chercher, par exemple, spécialiste de l'enseignement à distance, spécialiste de l'individualisation, spécialiste du domaine des langues, etc. Donc je pense qu'on va voir apparaître aussi ces choses-là. Alors certains diront, oulala, ça va encore nous coûter beaucoup d'argent. Ça dépend comment ça sera fait. Il y a aussi des modèles économiques qui commencent à se réfléchir, un peu comme les modèles Internet. C'est peut-être pas à vous de payer ça, c'est peut-être aussi aux consommateurs à un moment donné d'être l'un des acteurs du financement de ces reconnaissances. Voilà, donc pour dire que c'est une des voies de la différenciation qui est en train aujourd'hui de s'ouvrir pour les organismes de formation et qui reste accessible aussi aux petites structures. On a des questions sur la partie CPF, sachant qu'on a un webinaire dédié pour pouvoir avancer, on a intégré le lien vers ce webinaire-là. Vous trouverez toutes les questions, que ce soit sur la liste complète des formations certifiantes ou encore, après, il y a une question de Anne Ligou. Est-ce que, ça c'est plus par rapport à Françoise, la certification ICPF Pro, est-ce qu'elle correspond à la certification ICPF CNEFOP portant sur les fonctions formateur, chef de projet, ou est-ce que c'est encore autre chose? Alors oui, c'est la certification CNEFOP sans l'aspect CNEFOP, donc respect des 6 critères. Et donc c'est une certification que vous pouvez accoler à la certification Calliope, qui est sur la personne, comme l'a dit Hubert. Très bien. On va poursuivre. Est-ce que vous avez des éléments complémentaires à apporter, François, Hubert, ou sinon on poursuit sur cette partie? Oui, non, je pense qu'après, s'il n'y a pas de questions plus. Bah, il y a une question, mais c'est par rapport au financement OPCO de Anne Ligou. On peut avoir des financements OPCO sans proposer une formation certifiante. Exemple, je propose des formations en langue des signes sans répertoire spécifique au RNCP. Est-ce Oui, qu'il faut vraiment les déposer au… alors,
Effectivement, comme je l'ai dit, il y a toujours des formations qui sont éligibles au financement des OPCO, suivant les stratégies, suivant les types de formations. On ne va pas rentrer dans le détail ici, mais dans tous les cas, dès qu'on sent qu'on détient une spécification, une force, une puissance, je vous engage vivement à réfléchir à déposer au RNCP, enfin à France Compétences à travers les différents répertoires, absolument. On a un webinaire spécifique CPF sur notre chaîne YouTube Exactement. que vous pouvez consulter. Voilà. Okay. Donc, on va aborder le dernier point, pardon, sur la vision de l'évolution donc de la formation professionnelle. Alors, on va peut-être sortir un tout petit peu du champ effectivement des reconnaissances pour parler beaucoup plus du métier. Tout à l'heure, on l'a dit, Calliope, c'est pas le droit d'exister, ou plutôt si, ça n'est que le droit d'exister, c'est pas le droit de vivre. Et pour les organismes aujourd'hui, c'est comment je vais vivre. Et là encore, on a un paradoxe dans Calliope, c'est que la définition de la formation professionnelle, elle a changé. Avant et pendant 50 ans, on a été contraint d'être sur le modèle de l'éducation nationale, un prof, un contenu, des objectifs pédagogiques. Bon. On a encore dans Calliope la même approche, alors que j'espère qu'on va pouvoir faire bouger ce référentiel pour se coller à la définition qui est un parcours qui conduit à un objectif professionnel. Donc aujourd'hui, il faut savoir que la formation professionnelle, ce qui est considéré comme une formation professionnelle, c'est un ensemble qui va depuis l'orientation, les évaluations, la conception, des formations qui sont plus ou moins formalisées, le tutorat, le coaching, les évaluations de compétences, tout ça constitue un parcours de formation dans lequel l'individu doit être l'un des acteurs. Et donc, l'organisme de formation en tant que tel, il a deux rôles possibles. Il a un rôle qui est celui d'architecte de ce parcours, et puis il a un rôle d'intervenant dans ce parcours. Et donc, on voit bien qu'il va y avoir de l'ingénierie de parcours et un rapprochement qui va être absolument nécessaire avec l'entreprise. Ça, c'est quelque chose avec Jean-Jacques Machuret et quelques camarades sur lequel on insiste depuis plus de 30 ans, c'est que l'organisme de formation n'est en aucun cas responsable des compétences. Seule l'entreprise est responsable de la compétence. Donc, on est obligé maintenant, enfin, à travers cette nouvelle définition, de se rapprocher de l'entreprise. L'entreprise a des exigences en compétences, donc l'organisme, sa performance, ça va être capable d'adapter les parcours à la réalité des besoins des entreprises et donc d'inventer une formation différente. Dans cette invention de la formation différente, et là je renvoie aussi à la veille pédagogique, je pense que la Covid, les 2 années qu'on vient de vivre, nous ont mis un coup de pied aux fesses absolument extraordinaire. Alors je suis surtout pas un défenseur de la visio à tout prix, mais on a quand même compris qu'il fallait être efficient dans des temps de face à face. Donc j'insiste, le face à face reste absolument essentiel. Enfin, le vrai face à face et pas le virtuel, il reste essentiel. Il faut se rencontrer, il faut se parler. Il y a des choses qu'on peut pas faire à distance. Mais on a aussi compris que et pour les profs de l'EducNat, d'ailleurs, ça a été un grand choc. On pouvait enregistrer un prof, les élèves pouvaient le regarder. S'il n'y avait pas besoin d'échange, c'était pas la peine qu'il refasse son cours 23 fois. Qu'on pouvait avoir des travaux à distance et on pouvait travailler en online ou en offline. Qu'on pouvait mixer et on rentrait réellement dans ce qu'on appelle le blend learning, ce que nous on a appelé le mix pédagogique il y a très longtemps, la possibilité de mixer différentes modalités. Et donc de travailler sur la valeur essentielle de l'acte pédagogique et aussi sur ce que j'appelle du on-demand, c'est-à-dire comment être capable d'intervenir auprès de l'individu, auprès d'une organisation, quand elle en a besoin, quand elle a besoin de développer une compétence ou un élément de compétence. Et vous voyez, c'est cette granularité dont je parlais tout à l'heure qui va être l'évolution de la formation professionnelle, qui, je ne vous le cache pas, existe déjà dans d'autres pays qui ne sont pas contraints par la législation. C'est-à-dire que nous, on a de l'avance sur d'autres choses, mais on a encore du retard sur cela. C'est-à-dire cette capacité, et même en tant que consultant, donc c'est-à-dire petite structure, de faire de la personnalisation. Et justement, ce Covid, avec ces nouveaux outils, prenons Teams par exemple, qui a
qui là aussi a mis un coup de pied aux fesses à Microsoft, Google aussi, Google Meet, etc., de développer encore plus tous les outils collaboratifs, nous ont permis de maintenir de l'activité avec de la clientèle et de découvrir ce côté de la valeur ajoutée, c'est-à-dire de s'obliger à ne travailler que sur la valeur ajoutée. On a encore des progrès à faire. Il faut passer du classique PowerPoint à des outils pédagogiques plus ludiques. Il faut passer à bien définir ce que la personne va pouvoir apprendre par elle-même, à ce qui est nécessaire d'échanger avec un formateur, etc. Mais on sent bien que cette tendance forte, si on s'en empare pas tout de suite, la qualité de nos formations, la qualité de nos supports de cours, ça n'a aucune espèce d'importance. Et c'est en ça que Calliope est relativement en retard. Aujourd'hui, on ne devrait plus parler de contenu, on ne devrait plus parler de support. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant, ce qu'a dit François tout à l'heure, sur le wiki des contenus. Voilà, beaucoup se disent c'est à moi, ça m'appartient, il n'est pas du tout nécessaire, je ne veux pas même le donner à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai envie de vous dire pourquoi les grands musiciens aujourd'hui continuent à jouer du Beethoven. La partition, elle est partagée par tout le monde, elle existe partout. Et pourtant, on va prendre plaisir à écouter certains et pas d'autres. Donc, la réalité du talent pédagogique, elle n'est pas dans le support, elle n'est pas dans le contenu. Aujourd'hui, pratiquement tous les contenus sont accessibles absolument partout. Donc, il n'y a pas de vraie propriété intellectuelle sur le contenu en tant que tel. Il peut y avoir de la propriété intellectuelle et elle peut se déposer, mais très peu peuvent dire j'ai réellement construit quelque chose. Alors quand on le fait, c'est pour ça que je disais, soit on construit un référentiel, on le dépose au RNCP, soit on a fabriqué un outil absolument magique et effectivement là on le copyright. Mais sans ça, je pense que voilà, on est rentré dans la dynamique du partage des contenus et qu'il faut s'intéresser plutôt sur les process. Et donc on est beaucoup plus sur la conception des scénarios pédagogiques. Comment demain j'interviens dans des scénarios pédagogiques. Et là, ça nous amène peut-être au dernier point qui fait que on va pouvoir travailler demain quand on est tout petit, et nous, ça fait très longtemps qu'on le fait comme ça, c'est la notion de communauté. Ça aussi, ça s'est révélé dans les 2 années qui viennent de se passer, c'est que tous, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, prenez les compagnons du devoir, ils l'ont dit depuis très longtemps, tout seul on n'est rien, ensemble on fait une cathédrale. Eh bien, je pense que là, il faut aussi le réfléchir. C'est-à-dire que nous avons des compétences, nous sommes des individus très individualistes depuis toujours, nous sommes assez peu partageurs de nos savoirs, et pourtant, lorsqu'on sait travailler dans un modèle de communauté, dans un modèle de partage, dans un modèle d'évolution, on arrive à faire des grands projets. Eh bien, déjà, si vous répondez à des appels d'offres, je vous rappelle que dans les appels d'offres, on peut travailler dans des modes de consortium et que justement, ces modes de consortium remportent souvent le pas sur des gros organismes, c'est-à-dire la capacité à assembler des vraies compétences du territoire est un élément majeur de la qualité de l'offre de demain. Donc, ce qui est très important aujourd'hui, c'est de s'intéresser sur comment je me maille en communauté et aussi pour certains, comment j'en fais une force en termes d'organisation de projet. Donc le management de projets de développement de compétences, le management de projets d'offres de formation, d'offres d'accompagnement des entreprises maillées à plusieurs est à mon avis la voie essentielle de la réussite. Et je peux vous dire que c'est extrêmement important parce que je crois que on ne reverra pas, on ne devrait pas revoir des entreprises de grande taille formation avec 50 formateurs salariés, parce que le problème, c'est le maintien de la compétence. D'ailleurs, c'est le modèle de l'éducation nationale qui pose cette question. Comment maintenir sa compétence pendant 30 ans avec des gens qui sont salariés? Ça nous épuise, ça s'épuise, donc il faut de la mobilité. Donc la compétence, elle est chez les individus, elle est dans la capacité à analyser cette compétence, à la faire vivre, à la mobiliser et à l'organiser. Donc, pour moi, demain, la survie, c'est comment je fais pour passer d'un cours à quelque chose qui ressemblait avant à du consulting d'ailleurs, mais qui doit être vu comme du transfert de compétences vers une organisation. Donc, comment je passe d'un cours où j'expliquais les choses à un modèle où je transfère dans une organisation des outils,
des pratiques et où j'accompagne le développement de ces pratiques, soit en m'appuyant sur des tutorats internes, soit en assurant du coaching externe. Et on verra apparaître d'ailleurs de plus en plus, comme je l'ai dit, à travers les outils, des plateformes d'accompagnement de consultants. On l'a vu dans les langues, on le verra dans le management, on le verra dans plein d'organisations. Voilà, pour moi, c'est les grands axes qu'il faut réfléchir, sachant que il y avait la question développement compétences vs financement. Oui, on est obligé de répondre aujourd'hui dans l'exigence des financements, c'est-à-dire basé, comme je le disais, sur un titre, sur une certification qui va être reconnue. Mais il faut anticiper sur la réalité du besoin des entreprises. J'insiste là-dessus. Les entreprises n'ont pas besoin d'un TOEIC niveau C ou 7, je ne sais rien comment c'est noté. L'entreprise, elle a besoin de quelqu'un qui peut la représenter. Donc demain, elle demande à un formateur quelqu'un qui peut la représenter. Alors on voit que c'est un peu antinomique, hein. Donc du coup, il va falloir s'arranger entre les exigences du financement et les attentes des entreprises au niveau des compétences. Voilà un peu pour être rapide, parce que je sais qu'on a malheureusement à la fin du webinaire, quelles sont les grandes tendances sur lesquelles j'engage les participants à réfléchir. Merci Hubert pour cette belle conclusion. On va passer aux questions-réponses, sachant que l'intervention, au fur et à mesure, on a traité la majorité des questions, mais il y en a d'autres qui arrivent, donc on va prendre 10 à 15 minutes avec ceux qui restent avec nous pour traiter le maximum donc, des questions qui arrivent. Merci encore François et Hubert pour cette intervention qui pourrait durer jusqu'à 3 heures, tant vous avez à dire sur ce sujet. Vous aurez un questionnaire qui vous sera envoyé et à l'issue, le support de présentation vous sera transmis. Je me permets de répondre là en direct peut-être à une question de Alain. Faut-il embaucher quelqu'un pour gérer Calliope? Il faut gérer trop de documents, ce n'est pas de la gestion, mais de la pollution administrative. Alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. C'est que quelque part, je pense qu'il en a fait trop. Nous, on est ISO 9001, on est Calliope parce qu'il se trouve qu'on fait aussi des actions de formation, on est une TPE. Et je peux garantir que non seulement on n'a personne pour gérer Calliope, alors il va me dire oui, mais vous êtes un peu spécialiste. Non, ça ne change rien. S'il y avait une charge administrative supplémentaire, il faudrait bien l'assumer. Donc non, il s'agit d'avoir les bons documents, les bons éléments de preuve et la bonne traçabilité. Donc peut-être si c'est un organisme qui fait plusieurs dizaines de personnes, y a-t-il une charge administrative un peu supérieure, mais elle se répartit forcément à travers les fonctions qui existaient déjà dans l'entreprise. Donc j'insiste, c'est peut-être le moment de réfléchir sur comment je simplifie le système pour que justement ce ne soit pas une charge administrative. Ou alors sans ça, c'est qu'on traçait rigoureusement rien. Mais le minimum d'exigence de traçabilité ne peut pas représenter une charge administrative qui justifierait une personne pour s'en occuper, ni même un cinquième de temps. Une question d'Amélie Le Gall. Les modules Arch, Mzara, Naame et Tan seront-ils disponibles bientôt et pour quel tarif? Alors, pour l'instant, on n'a pas de date. Ce sera, je dirais, ce sera certainement pas avant le deuxième semestre 2022 et tout ne va pas arriver d'un coup puisqu'on est, c'est la voie dans laquelle on s'engage et là en fait on a beaucoup de travail là sur la fin de l'année 2021 et ensuite il y a une incertitude sur le nombre d'organismes qui vont continuer sur le premier semestre 2022 mais en fait dès qu'on y voit un peu plus clair on avancera sur ce point-là. On va avancer à partir de janvier 2021. Donc, à partir de là, vous aurez certainement des informations plus précises. Une question, pardon, une question de Fouad Ayadi. Après Calliope, faut-il effectuer des démarches afin de recevoir des apprenants de la part de Pôle emploi? Oui, il faut aller sur Keros et se faire référencer. Donc, il doit suffire de créer son compte et de saisir le PDF du certificat Calliope. Alors après, il y a d'autres démarches parce qu'il faut, sur Keros, il faut positionner des formations. Voilà. Mais ça se fait sur leur site Keros.
Encore une fois, un Calliope n'offre rien à l'organisme. Par exemple, si on est en CPF, il faut aussi référencer toute son offre CPF. Donc, il faut faire toutes les démarches de reconnaissance. Alors, je ne l'ai pas dit évidemment dans la survie de l'organisme, mais clairement aujourd'hui, et la veille, elle sert à ça, il faut connaître les politiques des OPCO. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils financent, quelles sont leurs stratégies, puisque une dame disait, moi j'arrive à faire financer des formations. Donc, quelles sont les stratégies des OPCO? Il faut se faire connaître, il faut faire connaître son offre, il faut la faire référencer. Oui, oui, bien sûr, tout ce travail qui est celui du consultant, de l'organisme de formation continue à être absolument nécessaire. Calliope n'ouvre aucun droit de fait. En effet, il y avait la question en effet par rapport au CPF sur ce sujet-là. Une question de Alain Tiverne. Quel est votre point de vue sur la concurrence des tutoriels YouTube ou LinkedIn non Calliope? Parce qu'on voit fleurir beaucoup de tutoriels. Ben, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, le contenu est libre, d'accord? Ces tutoriels ne sont pas financés par des fonds publics. Ces tutoriels sont tout à fait privés. Et donc, nous, la question, encore une fois, c'est si on veut travailler sur des fonds publics, il faut être Calliope. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence. La concurrence, on est sur un marché libre. Et on est sur un marché qui, aujourd'hui, s'est internationalisé. C'est ce que je dis. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'aller à l'international, nous aussi. Et c'est pour ça que la protection du contenu, elle n'a pas de sens. Aujourd'hui, mon fils qui est en BTS, tous ses contenus, il les a sur Internet. Il n'a même pas besoin d'aller en cours s'il ne veut pas aller en cours. Il se trouve en chimie, donc ça l'intéresse parce qu'en cours, il y a les TP. Et ça, les TP, c'est intéressant parce que ça ne sera jamais totalement dématérialisé. Hein. Quoique avec le virtuel, on pourra se poser des questions dans l'avenir. Mais en attendant, pas tout de suite. Donc, on est dans ce questionnement extrêmement intéressant pour Alain, c'est quelle est ma valeur ajoutée? Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais dans la différenciation, ma valeur ajoutée, elle est forcément dans l'acte pédagogique, dans l'accompagnement que je vais faire, dans le scénario que je vais commercialiser. Et donc, ce que l'entreprise attend, c'est la valeur ajoutée. Donc, si ces salariés trouvent sur Internet, au moment où ils en ont besoin, la façon de se servir de la fonction tableau croisé dans Excel, il ne va pas l'envoyer dans une formation Excel. Ça sert strictement à rien. D'accord? Si par contre, moi, je suis capable de faire gagner du temps à son salarié dans l'accompagnement de la prise en main d'Excel ou dans la recherche ou dans la bibliothèque ou dans la mise à disposition de ressources, je deviens beaucoup plus intéressant. Ou si je suis en mode plateau d'appel au moment où il en a besoin parce qu'il a bien vu le tutoriel mais il ne l'a pas compris. Donc voilà, on va être obligé de repenser totalement notre acte pédagogique. Toujours par rapport à Pôle emploi, donc Fouette Ayadi demande si le référencement sur Keros est payant. À ma connaissance, non. Non. C'est comme sur Non. Datadog. Non. Une autre de Barthélemy Marsala, je ne sais pas si vous l'aviez vue, elle est assez longue, donc il s'agit de formation CSE obligatoire pour les membres et financée par l'employeur. Et des stagiaires veulent des formations complémentaires. Dois-je les orienter vers les OPCO en ce qui concerne les questions sur le financement? Alors, tout dépend évidemment, enfin, je ne suis pas sûr de tout comprendre dans la question, mais aujourd'hui, les financements des OPCO s'adressent aux TPE, donc moins de 50. Il y a une réflexion pour aller un peu au-delà sur la transition, parce qu'on se rend bien compte qu'on a bloqué le système de formation, donc ça pose quelques questions. Mais déjà, la question se pose, c'est est-ce que l'entreprise assume ou pas la formation professionnelle sur ses fonds propres ou avec l'OPCO? S'il l'assume avec l'OPCO, ça va dépendre aussi de la stratégie de l'OPCO, de ce qu'il accepte de financer, des types de formations qu'il accepte de financer. Et après, au titre de salarié, j'ai mon CPF. Et là, c'est encore une autre question. Je peux dire au salarié, tu as un CPF, tu vas regarder ce à quoi tu as droit. Et ça, c'est encore un autre débat. Mais c'est tout l'intérêt des entretiens professionnels et de la préparation du salarié, parce que l'entretien professionnel, c'est aussi un lieu de négociation entre le salarié et l'employeur sur l'abondement au financement de la formation.
hein, et ça aussi, c'est un sujet qu'il faut réfléchir, parce que quand on est consultant, quand on est formateur et OF et qu'on est capable d'accompagner l'entreprise dans la stratégie d'économie de la formation, j'insiste, hein, d'économie de la formation et pas que de financement, c'est un véritable plus. Donc la question pour moi, elle est intéressante si on la regarde d'une façon extrêmement globale sur comment on oriente les stratégies d'économie de formation tant dans l'entreprise que pour les salariés. Une réaction ou en tout cas une précision d'Amandine Bremont sur Pôle emploi qui indique qu'il faut référencer son offre sur le BROF espace compétences pour qu'elle soit synchronisée sur Kairos. Voilà, c'est un complément. On voit qu'il y a des pros. Visiblement. En tant que certificateur, on n'y va jamais, hein, voilà. Voilà, il y a que ceux qui travaillent avec les demandeurs d'emploi. Effectivement, Voilà, il faut être un spécialiste, c'est une vraie spécialité. c'est une compétence. Exactement. Là, je ne vois pas de nouvelles questions qui arrivent. Donc, on peut clore l'intervention. Un mot, François, une Très bien. conclusion et ensuite Hubert. Mais moi, je suis très content d'échanger avec Hubert. On va poursuivre la conversation toute l'après-midi, je pense. On va se quitter vers 20h. Moi, moi, ce que je retiens de cette intervention, c'est qu'effectivement, nous, à ICPF, on peut vous proposer des axes ou des points de vue, mais après, tout est dans l'exécution, la définition d'une stratégie précise qui est adaptée en ayant connaissance de toutes les possibilités. Et chaque organisme de formation, chaque manager doit avoir sa stratégie. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des références exactes. Et Hubert est en capacité, de par son expérience, de vous donner des références exactes, comme nous à l'ICPF, de par notre historique, notre implication, le travail qu'on a fait, notre succès aussi, on est en capacité de vous donner des références. Ça, c'est important de garder ça en sa tête et de voir que vous avez à vos côtés un organisme comme l'ICPF qui est présent depuis 26 ans, qui s'épanouit dans la formation et qui est là et qui est une référence. Et ça, c'est très précieux. Pour avoir travaillé dans d'autres secteurs, notamment l'informatique, la référence, c'est les grands éditeurs comme Microsoft, comme Sage. Et c'est important quand on développe son activité d'avoir ça, et de pouvoir échanger, de connaître le point de vue. Voilà, c'est surtout quand on voit la complexité de ces systèmes qualité qu'on a à gérer. Donc merci à Hubert et merci à vous de nous avoir permis d'échanger et de nous exprimer sur un sujet qui nous passionne. Merci François. Un mot, Hubert. Moi, évidemment, merci de m'avoir invité à ce webinaire. C'est vrai que j'aurais aimé que ça puisse continuer plus longtemps et d'avoir des échanges moins virtuels que par l'intermédiaire des questions. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans la vraie vie. Je voudrais juste dire que on a vraiment changé d'époque. On nous avait déjà dit en 2015, on change de paradigme. Là, c'est à la fois la législation et l'époque qui fait qu'on a changé de paradigme de la formation professionnelle. Et ça, c'est un espoir extraordinaire pour tous, quoi, de dire qu'on a une opportunité pour réinventer le modèle d'accompagnement du développement des compétences. Donc moi, je suis extrêmement optimiste. Je pense juste que on ne peut pas le faire tout seul. Et donc, je réinsiste juste sur comment demain on réfléchit ensemble à ce nouveau modèle. Et je suis un prospectiviste, c'est-à-dire que depuis 20 ans, j'ai pu, et François en est le témoin, dessiner ce qui avait des fortes probabilités d'arriver, même si des fois c'est arrivé un peu plus tard que je ne l'avais prévu. Mais là, on sent qu'on est dans un système qui s'accélère. Donc j'insiste pour dire que ce que je viens de présenter, ce que je viens d'expliquer, c'est déjà là dans d'autres pays, ça arrive à vitesse grand V. Donc voilà, très optimiste. On n'a pas de risque majeur demain matin, mais il faut vraiment se préparer pour les 2 prochaines années à avoir fait bouger le modèle de la formation professionnelle. Merci Hubert. Donc, on va
On va terminer. Vous avez donc les contacts de Hubert dans le support pour toute question ou toute poursuite d'échange. Les contacts également de ICPF pour toute demande concernant Calliope. Merci à tous. Merci François et Hubert. Merci d'avoir participé à ce webinaire avec nous jusqu'à la fin. On vous souhaite donc une belle fin de journée. À bientôt.